Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, ma gueule. Ça, c'est Guillaume Cassard, chroniqueur cinéma sur internet. Et le mec est dans la merde. Ah ça, je suis dans de beaux draps. Guillaume Cassard a du mal à trouver le sujet de sa prochaine vidéo. Et pourtant, il a cherché partout sur le catalogue Netflix français. Pas moyen de trouver un sujet qui m'inspire. Où est-ce que je vais bien pouvoir chercher? Eh mon con, et si je te disais que j'avais la solution à ton problème? Dieu, c'est toi? Mieux que ça, ma gueule, c'est John Michael. Mais quelle est donc ta solution miracle, John Michael? Ma solution miracle, elle s'appelle NordVPN. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est. NordVPN, c'est avant tout un logiciel de sécurité. Grâce à lui, ton adresse IP sera masquée et tes données chiffrées, ce qui te permettra de surfer tout en évitant les dangers d'internet. Oui, alors ça c'est très bien, John Michael, mais est-ce qu'on pourrait en revenir à mon problème du coup? Et la patience, tu connais? Bon, j'avoue, j'ai un petit peu du mal avec ça. Grâce à NordVPN, tu vas pouvoir te connecter sur un serveur étranger. Tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout. Ça veut dire que tu vas pouvoir accéder au catalogue Netflix du pays en question, ma gueule. Mais c'est génial! Grâce à NordVPN, je vais pouvoir trouver le sujet de ma prochaine vidéo! Et le plus génial, c'est que j'ai une offre hyper intéressante à te proposer. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super réduction de 73% sur l'abonnement de 2 ans qui te reviendra à seulement 2,69€ par mois, plus un mois gratuit. Merci John Michael, t'es vraiment le meilleur. À moi le Netflix américain du coup, c'est parti! Ça m'a l'air pas mal. Merci NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler d'un train qui traverse des étendues glacées. Et non, c'est pas le Pôle Express. C'est parti pour Snowpiercer. À la fin des années 70, l'auteur de BD français Jacques Loeb se lance dans la rédaction d'une bande dessinée de science-fiction, Le Transperce-Neige. Le pitch, dans un avenir proche, la Terre se trouve plongée dans une nouvelle ère glaciaire. La survie étant désormais impossible à l'extérieur, les derniers survivants de l'humanité ont trouvé refuge au sein d'un train unique en son genre, le Transperce-Neige. Sauf que bien loin dans Havre de Paix, le train voit ses passagers s'entre-déchirer et se voit devenir le théâtre de la lutte éternelle opposant oppresseurs et opprimés. Pour gérer l'aspect graphique, Loeb fait appel au jeune et prometteur Dominique Vallée alias Alexis. Mais l'homme d'à peine 30 ans décédera malheureusement d'une rupture d'anévrisme, ce avant d'avoir achevé son œuvre sur le Transperce-Neige. Suite à ce drame, Loeb décida de mettre cette histoire entre parenthèses avant de finalement trouver un remplaçant à Alexis en la présence de Jean-Marc Rochette. Le Transperce-Neige verra donc sa publication démarrer en octobre 1982 dans le numéro 57 de la revue à suivre. Et la BD sera plutôt bien appréciée par les lecteurs, mais sans créer l'événement pour autant. Cependant, à 2 reprises, Loeb se fait approcher pour des projets d'adaptation cinématographique de sa BD, notamment par Robert Hossein. Mais l'auteur n'étant clairement pas emballé à cette idée, il refuse de céder les droits et décède en 1990, laissant l'héritage de sa création à l'illustrateur Jean-Marc Rochette. C'est ainsi qu'en 1999 et 2000, Rochette retrouve l'univers du Transperce-Neige en illustrant les tomes 2 et 3, scénarisés cette fois-ci par Benjamin Legrand. Et puis le Transperce-Neige tombe dans l'oubli. Hop, fini. Mais en janvier 2005, gros rebondissement. Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen surdoué qui vient de signer le thriller Memories of Murder, grand succès dans son pays d'origine, est en plein préparatif de son prochain long-métrage, un film de monstre appelé The Host. Mais ce jour-là, Bong, il procrastine un peu, cherchant l'inspiration dans une librairie de l'université de Hongik en Corée du Sud. Et c'est alors qu'il tombe sur une traduction coréenne du Transperce-Neige. Interpellé par son titre, il saisit l'ouvrage et le lit d'une traite, debout au milieu de la librairie. Pour Bong, c'est une révélation. Il est fasciné par cette histoire d'arche de Noé des temps modernes où s'affrontent différentes strates sociales, et cerise sur le gâteau, tout se passe au sein d'un train, véhicule qui le fascine et qu'il rêve de mettre en scène un jour. Bref, Bong est complètement emballé par cette histoire et se donne pour mission de l'adapter au cinéma. Et c'est ainsi que le Transperce-Neige allait renaître de ses cendres, grâce à un petit éditeur coréen qui en avait racheté les droits de traduction sans douter de l'ampleur que ça allait prendre. Courant 2005, alors en pleine pré-production de The Host, Bong est approché par Moho Film, boîte de production du réalisateur Park Chan-wook, connu pour sa trilogie de la vengeance, et qui lui propose de produire son prochain film. Le réalisateur saute alors sur l'occasion et propose le Transperce-Neige. Extrêmement enthousiaste, Park Chan-wook et son associé n'auront alors plus qu'à en acquérir les droits auprès de l'éditeur français, ce qui sera fait en 2006 suite à l'accueil spectaculaire de The Host qui devint le plus gros succès du box-office sud-coréen et reçut les louanges de la critique tant dans son pays d'origine qu'à l'international. Bref, Bong maintenant, c'était devenu un réalisateur important. Et donc un réalisateur occupé. Suite au succès de The Host, il se voit proposer de nombreux projets par Hollywood, mais il les refuse systématiquement, préférant continuer de travailler dans son pays. Le jour où il se décidera à conquérir le box-office à l'international, il le fera selon ses termes. Bong réalise donc un court-métrage pour le film Tokyo aux côtés de Michel Gondry et Léos Carax, puis enchaîne sur la réalisation de Mother, qui sort en mai 2009 en Corée du Sud, et est de nouveau accueilli chaleureusement. C'est donc quelques mois plus tard, en janvier 2010, soit 5 ans après avoir fait mûrir le projet dans sa tête, que Bong se lance enfin dans l'adaptation du Transperce-Neige. Pour le réalisateur, une chose est cependant très claire, il ne s'agira pas là d'une adaptation littérale de la BD, les deux médiums étant extrêmement différents. Il ne conservera de la BD que le contexte général et certaines thématiques. Le premier jet est achevé en septembre 2010, et Bong décide alors de faire appel à un auteur américain pour l'épauler dans les réécritures. Car si le Transperce-Neige sera bien une production sud-coréenne, Bong a l'intention de tourner le film principalement en langue anglaise. Ce sera ce film qui signera son entrée fracassante à l'international. Et du coup pour ça, il faut un script en anglais. Disons que ça facilite le processus.
C'est donc Kelly Masterson, qui a principalement œuvré au théâtre avant de signer le scénario de 7h58 ce samedi-là, film de Sidney Lumet que Bong a beaucoup aimé, qui est choisi par ce dernier pour améliorer le script. Et les deux hommes étant à 13 heures de décalage horaire l'un de l'autre, l'un étant en Corée et l'autre dans le New Jersey, ils n'auront d'autre choix que de se donner rendez-vous sur Skype tous les lundis matins pendant quelques mois pour se faire un petit bilan de l'avancée des opérations. En parallèle de cette phase d'écriture, Bong commence à concevoir l'univers visuel du film avec l'aide de 3 artistes ayant précédemment travaillé avec lui sur la créature de The Host. Ils se mettent donc à l'œuvre sur le transpersonnage lui-même, qui constitue clairement la clé de voûte du film. Pour Bong, le train doit rappeler une sorte de luxueux paquebot, sa principale influence étant le Queen Elizabeth II, qui lui avait fait forte impression lorsqu'il était allé en Australie lors de la promo de The Host. Et le train amène avec lui tout un tas de questionnements divers, notamment en termes de mise en scène. Comment filmer à l'intérieur? Quelle partie construire? Bref, comment le concevoir pour répondre parfaitement aux intentions de Bong. Hein? Alors, on fait comment là? La pré-production démarre donc en Corée en février 2011, et c'est en juin que le script est finalement prêt, ainsi que le financement et la coproduction. Et s'il s'agira là du premier film à portée internationale pour son réalisateur, hors de question pour autant d'aller toquer à la porte d'Hollywood. Snowpiercer sera une production indépendante. Car le film sera tourné en République tchèque. Et cette volonté de tourner au sein d'un système de production étranger va s'avérer être un gros challenge pour Bong, car il s'agit alors d'une première dans l'industrie cinématographique sud-coréenne. Heureusement, il pourra compter sur le soutien indéfectible de son producteur et ami Park Chan-wook, qui l'épaulera dans les galères auprès des différents investisseurs. Et du coup, qui dit film anglophone, dit casting... anglophone. Faut suivre, hein? Précédé par sa réputation, le réalisateur parvient sans mal à réunir un casting 5 étoiles comprenant notamment Chris Evans, John Hurt, Tilda Swinton, Octavia Spencer, Jamie Bell et Ed Harris. S'il avait beaucoup d'a priori concernant Chris Evans, c'est après avoir vu 2 de ses films, et notamment Sunshine, que le réalisateur se dit qu'il avait peut-être là un potentiel à creuser. Et c'est ainsi qu'après l'avoir rencontré, il lui confia le rôle principal de Curtis. Concernant Tilda Swinton, cette dernière comptait alors mettre sa carrière entre parenthèses pendant quelques années, étant épuisée après avoir enchaîné les tournages. Cependant, étant une très grande admiratrice du réalisateur, elle ne put se résoudre à lui dire non, et hérita du rôle de Mason, un antagoniste. Et si le personnage est décrit comme un homme au sein du script, Bong veut tout de même que ce soit l'actrice qui l'incarne, et décide donc de changer le sexe du personnage. Ce qui est beaucoup plus simple que de demander à Swinton de changer de sexe, vous en conviendrez. Mais malgré ce casting essentiellement anglo-saxon, Bong fait tout de même appel à son acteur fétiche Song Kang-ho ainsi qu'à Go Ha-seong qui interprétera sa fille. Une dynamique que les deux acteurs partageaient d'ailleurs déjà dans The Host. Concernant l'équipe technique maintenant, Bong fait appel à son chef opérateur Hong Kyung-pyo, qui sera d'ailleurs l'un des rares membres clés de l'équipe à être sud-coréen, ce pour que Bong puisse rapidement lui communiquer ses idées visuelles de façon claire et précise. Car Bong ne rigole pas avec l'aspect visuel de ses films. Snowpiercer fut le dernier film coréen à être tourné sur pellicule, les studios de développement du pays ayant malheureusement tous fini par mettre la clé sous la porte à cause du numérique. Et je trouve cette anecdote hyper triste. Du coup, je vais vous raconter une blague. C'est l'histoire d'un... Les décors seront quant à eux conçus par le tchèque Ondrej Nekvasil, les effets visuels supervisés par l'américain Eric Dust et les effets spéciaux par Pavel Sagner. En novembre 2011, l'équipe s'installe donc à Prague, au studio Barrandov, choisi pour leur taille conséquente. En effet, les studios Barrandov étant les plus longs d'Europe, ils allaient pouvoir accueillir les différents wagons du transperce-neige, alors en pleine conception par l'équipe artistique. Et autant dire que leur conception allait s'avérer être un véritable défi. Déjà parce que c'est en leur sein qu'allait se dérouler tout le film, il n'y avait donc pas de droit à l'erreur. De plus, il fallait trouver le bon équilibre entre des décors étouffants car très confinés, mais qui disposeraient de suffisamment d'espace pour que l'on puisse y tourner toutes les actions complexes prévues par le script. Tout devait être absolument parfait. Le résultat, un train de 120 tonnes composé de 4 wagons de 30 tonnes chacun communiquant les uns avec les autres et s'étalant sur une centaine de mètres au sein des studios. Et les 4 wagons allaient être régulièrement réaménagés pour donner l'illusion d'un train gigantesque, conservant la structure mais modifiant l'intérieur, chaque wagon étant supposé avoir une utilité distincte et donc un style visuel bien spécifique. En tout, c'est 26 wagons qui seront créés par l'équipe artistique. Cerise sur le gâteau, le train est bâti sur un cardan, dispositif permettant de simuler les secousses dues au déplacement des wagons, ce pour un résultat à la fois réaliste à l'écran et immersif pour son casting. Et sa conception représenta un vrai challenge pour l'équipe technique, car si un tel dispositif avait déjà été créé auparavant, il ne l'avait jamais été à cette échelle. Bref, ça a beau être une production indépendante, il y a quand même une sacrée ambition. Une sacrée ambition qui se retrouve dans son budget de 45 milliards de won, soit environ 40 millions de dollars, budget le plus élevé alloué à une production sud-coréenne, mais également dans la taille de son équipe pluriculturelle, composée de près de 200 personnes, parmi lesquelles des Coréens, des Américains, des Tchèques et des Anglais. Avant le début officiel du tournage prévu pour le 16 avril 2012, Bong et son équipe mettent en boîte une scène à Intertux, en Autriche, en pleine neige juste à côté d'une station de ski. L'équipe des effets visuels sera donc invitée à effacer les éléments superflus, notamment les remontées mécaniques en arrière-plan. Ouais, parce que le Snowpiercer, autant vous dire que c'est pas des vacances à la neige. Il s'agira d'ailleurs de la seule séquence du film à être tournée en décor naturel. Quelques semaines plus tard, l'équipe se réunit donc au studio Barrandov et débute officiellement les prises de vue. Fait assez rare pour être souligné, le film sera globalement tourné dans l'ordre chronologique, suivant ainsi le cheminement des personnages à travers les wagons. Pourquoi? Tout simplement par pragmatisme vis-à-vis de l'équipe
l'équipe chargée des décors. Cette dernière avait en effet mis en place une sorte de cycle. Quand le tournage avait lieu sur les 4 wagons posés sur le cardan, elle se chargeait de concevoir les wagons suivants sur un autre plateau. Bong et son équipe allaient ensuite tourner sur ces wagons inamovibles, pendant que l'équipe artistique détruisait les 4 wagons du cardan pour les remodeler entièrement. Et ainsi de suite. Il fallait donc une organisation méticuleuse, car une fois les prises de vue dans un wagon terminées, il était immédiatement détruit et reconçu. Plus moyen d'y revenir. Sur le tournage, avec toutes les nationalités impliquées, c'est un véritable choc des cultures qui s'opère. Les techniciens coréens, véritables bourreaux de travail habitués à des journées extrêmement longues, sont en effet très étonnés lorsque leurs homologues tchèques prennent leur pause déj et quittent le plateau à heure fixe, peu importe la charge de travail du jour. Quant à Chris Evans, il est impressionné par la façon dont Bong gère sa mise en scène. En effet, d'ordinaire, un réalisateur cherche à se couvrir au maximum en tournant entièrement sa scène à plusieurs reprises et sous différents angles, ce pour avoir le plus de latitude possible au montage. Mais Bong ne fonctionne pas comme ça. Il triche pas, le gars. Le réalisateur a en effet storyboardé tout le film et il suivait donc les dessins scrupuleusement, ne laissant que très peu de place à l'improvisation. Tout n'était que précision dans sa façon de faire. Bong semble déjà avoir le montage du film en tête et ne tourne par conséquent que ce dont il a besoin et ce qui sera effectivement à l'écran. Ce qui signifie que plutôt que de filmer la même scène encore et encore avec un setup différent, Bong ne filmait en réalité que des morceaux de scène, voire même une simple réplique. Il savait exactement ce dont il aurait besoin sur tel ou tel angle et comment telle prise allait parfaitement s'insérer au sein de son montage. Il y a clairement du génie là-dedans. Certains acteurs ont d'ailleurs été déconcertés par cette méthode, plutôt habitués à jouer leur scène de A à Z, mais ils ont fini par s'y faire ayant totalement confiance en leur réalisateur. Il arrivait cependant que certains d'entre eux, notamment Jamie Bell, lui demandent de tourner certaines scènes en entier pour pouvoir exprimer toute l'intensité dramatique du moment recherché par Bong, histoire de ressentir pleinement le cheminement émotionnel de leur personnage. Et le réalisateur étant particulièrement attentif à ses acteurs, il ne disait jamais non. Et histoire d'enfoncer le clou quant à la maîtrise de Bong, ce dernier supervisait le montage du film en parallèle du tournage. Au fur et à mesure que les scènes étaient tournées, elles étaient montées, ce qui ferait gagner un temps précieux en post-production et qui impressionna grandement son casting. De manière générale, le casting passera un très bon moment sur ce tournage pourtant pas forcément simple, une camaraderie bien réelle s'instaurant rapidement entre eux. Tilda Swinton s'amusera d'ailleurs beaucoup avec son personnage de Mason, qu'elle a conçu avec Bong en ayant l'idée d'en faire le pire des dirigeants politiques au monde, et auquel elle donnera vie grâce à plusieurs couches de prothèses, une perruque, un dentier et du talent. Mais malgré une ambiance assez bon enfant, le tournage ne sera pas simple. Pour les acteurs, il sera même assez physique, le film étant riche en scènes de combat. Octavia Spencer aura d'ailleurs beaucoup de mal à effectuer ses cascades, n'étant pas très à l'aise lors des combats, ayant peur de se blesser et de blesser les autres. Un problème que ne connaîtra pas Chris Evans, extrêmement à l'aise lors des scènes de combat à main nue et laissant carrément les cascadeurs sans voix face à sa maîtrise. C'est pas Captain America pour rien. Julian Spencer, le coordinateur des cascades, fut engagé par Bong grâce à son travail sur Les Promesses de l'Ombre. Bong aimait le style réaliste et viscéral de ses scènes d'action et voulait retrouver ça sur son film. En gros, pas question d'épargner le spectateur. Les scènes de combat seront brutales. Et pour obtenir un tel résultat, Spencer ne chorégraphiait tout simplement pas du tout les combats. Il laissait ses cascadeurs improviser. C'était bien évidemment encadré et sécurisé, mais il voulait éviter toute forme de chorégraphie. Il voulait de vraies réactions et du réalisme, jouant ainsi sur un côté quasi primitif basé sur l'instinct. Et si cette méthode posait des problèmes de continuité, chaque prise étant différente, le résultat était bien plus percutant. On notera tout de même que le tournage d'une séquence de combat face à des ennemis armés de haches fut particulièrement compliqué pour cascadeurs et acteurs, les mouvements du train causés par le cardan les ayant rendus malades. Et ça se dit cascadeur. Et en ce qui concerne la gestion des effets visuels, Bong ne les utilise qu'en dernier recours, ce qui signifie qu'il ne tournera que très peu devant des fonds verts. Ces derniers seront principalement utilisés au bout des wagons pour procéder à des extensions de décors en post-production ou pour représenter le monde extérieur derrière les vitres du train. Beaucoup d'effets pratiques au programme donc, notamment en ce qui concerne un effet qui va vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, donc je vous donne rendez-vous un peu plus loin. C'est bon? Vous êtes partis? Bon, je reprends. Beaucoup d'effets pratiques au programme donc, notamment en ce qui concerne l'explosion du transpersonnage à la fin du film, et qui va d'ailleurs poser problème. Le plan en question est censé être tourné en live dans un décor taille réelle et en présence de cascadeurs. L'équipe commence donc par faire un test, sauf que l'explosion est trop puissante et qu'elle endommage une partie du plateau. Impossible de la tourner en studio donc. Il est alors décidé de procéder autrement, parce que pas le choix hein, et de la créer en compositing en mélangeant divers éléments. L'explosion sera ainsi mise en boîte en extérieur sur un modèle réduit du wagon, les cascadeurs seront filmés sur un fond vert, et ces deux éléments seront incrustés au sein du véritable décor du train. Ah, la magie du cinéma. La magie du cinéma, c'est exactement ce à quoi ont dû penser Jean-Marc Rochette, l'illustrateur de la BD, et Benjamin Legrand, l'auteur des tomes 2 et 3, quand ils furent invités par Bong sur le tournage. Sur place, ils sont littéralement soufflés par la qualité des décors. Et même si le réalisateur semble être parti dans une autre direction en ce qui concerne l'histoire, ils sont confiants, le transpersonnage semble être entre deux bonnes mains. Bong leur offrira même un petit caméo au sein du film, parce que Bong est un mec sympa. Jean-Marc Rochette eut quant à lui pour mission de créer une trentaine de dessins qui seront utilisés au sein du film, censés être dessinés par le personnage appelé le peintre. Bong fera d'ailleurs directement appel à lui pour une séquence où le peintre est censé dessiner en direct devant la caméra. La boucle est bouclée.
Et donc, le 14 juillet 2012, soit après 3 mois de prise de vue, le clap de fin retentit et la post-production démarre. Le montage sera peaufiné par Steve M. Cho, les effets visuels répartis entre Scanline, Method Studio London, Method Studio Vancouver, UPP et Force Creative Party, et le compositeur Marco Beltrami se met au travail sur la musique. Beltrami était en réalité impliqué sur le projet depuis plus d'1 an. Le compositeur, très admiratif de Bong, l'avait en effet contacté par mail quelques temps après avoir vu son film Mother pour éventuellement lui proposer ses services. Et après quelques échanges, Bong décida de lui confier Snowpiercer. Beltrami avait donc déjà commencé à travailler dessus depuis un petit moment, composant notamment la chanson de Wilford avant le tournage, étant donné que les acteurs allaient devoir la chanter. Pour ce qui est des effets visuels, Bong souhaitait le résultat le plus réaliste possible concernant les plans entièrement en CGI se déroulant à l'extérieur du train. Il voulait que la caméra virtuelle fasse le même effet qu'une caméra physiquement présente, tremblant et ressentant les secousses du train, et ce même s'il s'agit d'un plan numérique. Le réalisateur apportait également une attention particulière aux moindres détails, faisant par exemple effacer numériquement les contours visibles des lentilles de contact d'un acteur, car il n'y avait absolument aucune chance de trouver des lentilles au sein du train. Au total, c'est 1005 plans qui seront conçus par les 5 sociétés d'effets visuels, et même si le film était monté en Corée et les effets visuels réalisés entre Munich, Vancouver et Londres, le processus se passa de façon très fluide, notamment grâce à l'organisation méticuleuse de Bong et à sa vision claire et précise. Tellement claire qu'au final, Snowpiercer ressemblait exactement au storyboard et à la vision qu'en avait Bong avant d'entamer le tournage. Et c'est ainsi qu'après 9 mois de post-production, le transpersonnage fut fin prêt à quitter la gare. Petite métaphore. Le 1er août 2013, Snowpiercer fit ses débuts en Corée du Sud. Et autant dire que pour Bong Joon-ho, la pression était présente. Plus gros budget du cinéma sud-coréen, casting international, bref, clairement la production la plus ambitieuse jamais entreprise dans son pays. Il était clair qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Fort heureusement, le film fut accueilli avec enthousiasme, devenant le 2e plus gros succès du box-office sud-coréen cette année-là en rapportant 60 milliards de won, soit un peu plus de 50 millions de dollars. L'accueil critique fut également chaleureux, tout comme en France d'ailleurs, où il sortit quelques semaines plus tard, en octobre. Concernant les USA par contre, les choses vont se compliquer. Ce n'est autre que la Weinstein Company qui acquiert les droits de distribution de Snowpiercer sur le sol américain. Ah, ça pue. Harvey Weinstein, clairement l'un des pires trous du cul d'Hollywood comme vous le savez, a la triste réputation de faire remonter les films dont il achète les droits. Et il semble bien que Snowpiercer ne va pas y échapper. Après avoir vu le film, Weinstein exige des coupes. Plus précisément, il exige 25 minutes de coupe. Il veut moins de dialogue et plus d'action et de Chris Evans. La caricature du producteur à la con. Pour Bong, la situation est compliquée. Jusqu'à présent, il n'a jamais eu affaire à ce genre de problème, ayant toujours eu le dernier mot sur le montage final de ses films. Sauf qu'à Hollywood, ça fonctionne pas comme ça, et le réalisateur est au service des studios et distributeurs. Dans la séquence du film où les personnages font face à des assaillants armés de haches, ces derniers procèdent à une sorte de rituel d'intimidation avant de passer à l'attaque, impliquant un poisson qu'ils découpent et dans lequel ils plantent la lame de leur hache les uns après les autres. Décontenancé par ce passage qu'ils ne parvenaient pas à comprendre, Weinstein a insisté auprès de Bong pour qu'il le coupe, mais le réalisateur s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait en réalité d'un hommage à son père pêcheur. Touché, le producteur a accepté de conserver le plan en question, alors qu'en fait c'était de la grosse connerie. Bien joué Bong. Et c'est ainsi que, malgré les négociations entre lui et Weinstein, le producteur finit par avoir le dernier mot et décide d'organiser une projection test de sa version charcutée dans le New Jersey, dans une salle de 250 personnes. Résultat, le public n'est pas du tout emballé et le film écope d'une très mauvaise note. Après avoir coupé tant de dialogue nécessaires à la compréhension de l'intrigue, le film paraît extrêmement confus et le public est tout simplement perdu. En son fort intérieur, Bong est heureux du résultat et se dit que Weinstein va donc revenir à la raison. Mais en réalité, le producteur enchaîne, il faut couper plus. Non mais tu nous fais un concours du mec le plus débile ou quoi? Sauf que Bong trouva une faille. Dans le contrat de distribution du film, il est spécifié qu'il a le droit de faire une projection test de son montage. Il ne reste plus qu'à le faire et à comparer les notes. Et le résultat est évidemment bien meilleur, ce qui convainc Weinstein de sortir le montage original du film, non sans faire un dernier coup de pute au passage, à savoir sortir le film sous le label Radius, branche de la Weinstein Company réservée aux petits films indépendants. Ce qui signifie que Snowpiercer devra se contenter d'une distribution très limitée, tuant dans l'œuf toute possibilité de succès majeur sur le territoire américain. Il y sortit donc enfin le 11 juillet 2014 dans seulement 350 salles et n'y rapporta que 4 millions de dollars, bien loin du succès mérité. Merci Hervé, t'es un sacré trou du cul. Mais pour Bong, le plus important, c'était que sa version du film soit sortie. Le reste importait peu désormais. Tu fais preuve d'une grande sagesse mon bon Bong. Tiens c'est marrant ça mon bon Bong. On peut également noter le fait que le film ne soit jamais sorti au cinéma en Angleterre, ce qui est assez dommage pour eux. Et les journalistes anglais qui voulaient voir le film n'eurent d'ailleurs d'autre choix que de venir faire un petit tour en France. Bref, ça a été compliqué, mais voilà, le film existe, et j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Le transpersonnage démarre dans un futur proche, alors que l'humanité a provoqué une nouvelle ère glaciaire en tentant de stopper le réchauffement climatique. Peut-on vraiment parler d'échec, du coup? Dernier bastion de l'humanité, le transpersonnage, dirigé par Wilford, son mystérieux concepteur, et où Curtis décide de mener une révolte pour renverser le système inégalitaire régissant les habitants du train. Pourchassé par le bras armé de Wilford, une seule chose compte désormais pour Curtis et son groupe, survivre jusqu'au wagon de tête. Snowpiercer, c'est un de mes films préférés. Rien que ça.
Bon, déjà il faut bien dire une chose, c'est que la grande force du film, c'est tout simplement son réalisateur. Bong Joon-ho, qui a depuis littéralement explosé grâce à l'excellent Parasite, Palme d'Or 2019 et lauréat de 4 Oscars, démontre ici toute l'étendue de son talent, entre maîtrise technique absolue et sensibilité atypique. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait comment l'homme a réfléchi sa mise en scène au détail près. Ainsi, sa maîtrise absolue du découpage saute littéralement aux yeux, chaque plan étant parfaitement intégré au montage. Je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment du génie pour arriver à un résultat pareil sans jamais tourner de quoi se couvrir. Il n'y a qu'à voir la scène où la révolte se met en branle au début du film. Les plans s'enchaînent de façon tellement logique et dynamique qu'il crée une séquence infiniment plus spectaculaire et jouissive que bien des blockbusters ayant coûté des centaines de millions de dollars de plus. L'argent, ça ne fait pas tout, c'est surtout le talent qui compte. Et Bong a apparemment été gâté à ce niveau-là, faisant preuve d'une véritable virtuosité. Et si la caméra part un peu trop en saccade au début du film lors de la révolte, ce n'est fort heureusement pas le cas pour la suite, qui se veut bien plus esthétique et lisible. Le réalisateur accouchant en effet de nombreuses séquences d'une puissance assez dingue. Les frissons pendant la séquence du feu! Les plans iconiques s'enchaînent, et c'est vraiment difficile de bouder son plaisir face à tant de maîtrise. Bref, malgré une ambiance plutôt sombre et pesante, le film s'avère être un vrai grand plaisir de cinéma comme on en voit malheureusement trop peu souvent. Et si on pouvait avoir peur de voir un film plutôt répétitif de par son cadre, un train et son fil narratif, avancé de wagon en wagon, l'inventivité du réalisateur est telle qu'à aucun moment ennui ou lassitude ne pointe le bout de leur nez. Et les limitations naturellement imposées par les décors deviennent en réalité une véritable force pour le metteur en scène, qui lui permet ainsi de nous immerger le plus possible au sein de son train. Ainsi, nous n'aurons que rarement droit à des plans filmés depuis l'extérieur, Bong tenant à ce que l'on se sente aussi piégé que ses personnages. En résulte un côté oppressant et parfois claustrophobique, notamment au début du film dans les wagons de queue, aux dortoirs surpeuplés et fourmillant d'activités malgré l'espace restreint. Le travail sur les décors est d'ailleurs impressionnant, et Snowpiercer est une véritable merveille de direction artistique. Direction artistique qui aide d'ailleurs beaucoup à éviter toute forme de lassitude, car on ne cesse de changer d'ambiance visuelle. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, on se retrouve dans un univers complètement différent du précédent. Une serre, un aquarium, une piscine, une boîte de nuit, on va donc de surprise en surprise au sein d'une esthétique surréaliste qui sied fort bien au film et à son concept fou de micro-société installée dans un train. Et il y a également un vrai jeu sur les couleurs et la lumière. On démarre le film dans un environnement grisâtre, métallique et très sombre, mais plus on avance et plus on trouve de la couleur. Du bleu, du vert, jusqu'à finir dans le wagon de Wilford, bien plus lumineux et soulignant aussi le côté divin du personnage. Bref, visuellement, le film est une réussite totale. Et si l'aspect visuel ne cesse de se transformer, c'est également le cas du ton, l'une des marques de fabrique du réalisateur consistant à alterner entre des ambiances complètement contradictoires, jouant donc sur la rupture de ton. Il n'est donc pas rare de passer du drame à la comédie, de la violence au burlesque, et ce parfois en seulement quelques secondes. Ce qui pourra s'avérer assez déconcertant, mais qui participe beaucoup à rendre ce film unique en son genre. Car Snowpiercer n'est clairement pas votre blockbuster typique. L'intention première de Bong, c'était de faire un film plus universel que ses précédents travaux, qui étaient avant tout destinés au public coréen. D'où le choix de tourner avec un casting cosmopolite. Le réalisateur ne voulait pas faire un film sur la Corée ou sur les États-Unis comme c'est souvent le cas, mais un film sur le monde, et donc un film qui parlerait à tout le monde. Et si on aurait pu avoir peur que le réalisateur s'efface un peu pour proposer un film plus grand public, ce n'est pas le cas du tout. Et Snowpiercer profite énormément de la sensibilité unique de son réalisateur, qui nous offre à l'arrivée un film qui ne ressemble à aucun autre, et dont l'étrangeté occasionnelle finit par devenir une de ses plus grandes forces. Ouais, j'aime bien les trucs chelous. Loin d'un film d'action sans âme, Snowpiercer s'avère psychologiquement dense, et chacun de ses personnages dispose d'un passif et de motivation clairement définis. La cerise sur le gâteau étant qu'ils sont superbement interprétés par un casting d'exception. Dans le rôle de Curtis, Chris Evans nous offre une de ses meilleures performances, et nous prouve une fois de plus qu'il n'est pas que Captain America, se montrant tout à fait capable d'endosser des rôles plus complexes et plus sombres. Et pour la petite anecdote, la scène post-générique d'Avengers 1 a été tournée en plein pendant les prises de vue de Snowpiercer, pour lequel Evans s'était fait pousser la barbe. Ils ont donc dû appliquer des prothèses sur son visage, mais ça se voyait quand même pas mal, du coup Evans a dû tenir cette posture histoire qu'on ne remarque rien. Eh ben entre la barbe de Chris Evans et la moustache d'Henry Cavill... Tilda Swinton se fait également plaisir dans le rôle de Mason, personnage détestable et absurde, tout à fait représentatif du style jusqu'au boutiste de Bong. Quant au reste de la distribution, du légendaire John Hurt à Octavia Spencer en passant par Jamie Bell et le génial Song Kang-ho, aucune fausse note n'est à déplorer. On est face à des acteurs dont le talent n'est plus à démontrer. Et même si Ed Harris a déclaré ne pas être fan de sa performance, il parvient sans mal à s'imposer dans le rôle ambivalent de Wilford, et ce malgré une apparition assez limitée dans la durée. Il fait un petit peu sa fine bouche, le Ed Harris. Qui dit grand film dit profondeur thématique, et Snowpiercer ne déroge pas à la règle, le réalisateur touchant ici à pas mal de ses thèmes fétiches, les écarts de classe sociale donc, mais aussi l'écologie. Réchauffement climatique et catastrophe écologique causée par une humanité qui tente de maîtriser la nature viennent s'ajouter au programme d'un film qui se veut bien plus qu'un simple divertissement, mais bien une invitation à la réflexion. Bref, une mise en scène inspirée, un scénario évitant la facilité, un casting parfait et cerise sur le gâteau, une musique superbe accompagnant à la perfection le voyage de Curtis à travers le train, tout ça achève de faire de Snowpiercer ce qui constitue pour moi un des meilleurs films des années 2010. Un peu abstrait, parfois même absurde, très souvent surréaliste et assez porté sur le symbolisme, Snowpiercer est une fable d'anticipation unique en son genre portée par un réalisateur hors norme. Un voyage aux confins des pierres
pire travers de l'humanité dont on ne ressort pas indemne. Vraiment un film à voir une fois dans sa vie. En plus de ça, c'est un film qui sort complètement du moule habituel. Production sud-coréenne tournée en République tchèque avec un casting cosmopolite et inspiré d'une BD française, Snowpiercer a pour lui de ne pas répondre au code hollywoodien traditionnel, tout en profitant de l'expertise de techniciens et artistes extrêmement talentueux qui ont conçu une œuvre n'ayant pas à rougir face au plus gros des blockbusters. En plus de ça, le film aura permis à la BD de ressortir de l'ombre, ce qui est plutôt cool en soi. Et malgré sa distribution chaotique aux USA et en Angleterre, le film a cependant gagné une aura culte à travers les années. Aura culte qui n'est pas passé inaperçu auprès de la chaîne américaine TNT, qui a donc produit une nouvelle adaptation en série télé. Bref, le transpersonnage avait beau être à ça de tomber dans l'oubli, il est désormais plus que jamais d'actualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur YouTube ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!